Eh bien, donc bonsoir, ravi de vous accueillir à Saint-Didier. Madame le maire qui était là il y a encore quelques minutes et qui nous permet de nous retrouver sur Saint-Didier. Ils ont une réunion d'adjoints à la mairie à côté, ce qui explique leur absence. Mais très heureuse de vous recevoir dans cette belle maison Meunier que les Désidériens connaissent très bien. Il n'y a pas que des Désidériens, donc merci aussi aux autres de vous être déplacés. Alors, c'est un exercice que j'aime beaucoup. Donc, ce n'est pas une réunion publique, c'est ce que j'appelle un apéro-débat. J'appelais ça avant café-débat, mais vu qu'à la fin, on trinque et on continue de discuter ensemble, j'ai rebaptisé ça apéro-débat. Donc, pas une réunion publique, je ne vais pas vous faire une grand-messe. C'est pas ma manière de fonctionner. C'est vraiment d'échanger ensemble. C'est vous qui soulevez les sujets, qui m'interpellez sur différents thèmes. Et puis, on discute, on essaie de construire une réflexion ensemble. Et puis, très souvent, et c'est ce que j'affectionne particulièrement, c'est aussi entre vous que les choses, j'allais dire, se nouent. Pourquoi j'aime particulièrement cet exercice? Parce que ça permet de sortir un peu justement d'une parole un peu unique, pré-mâchée, et puis de sortir aussi surtout de tous les réseaux sociaux. On est chacun dans notre bulle, sans écouter ce que l'autre peut penser. Donc voilà, j'allais dire, le cadre posé. Je leur dis quand même les deux seules petites règles, les règles du jeu à cet exercice. Ne pas être trop long, naturellement, pour ne pas monopoliser la parole et que tous ceux qui veulent intervenir puissent le faire. Et évidemment, respecter les uns et les autres. Et je finis mon propos liminaire par une parenthèse. On m'avait plus ou moins déconseillé de suspendre cette réunion parce que les élus et les députés en particulier reçoivent énormément de menaces. J'ai souhaité la maintenir parce que je crois énormément justement à cet exercice. Bonsoir. Que je considère vraiment comme un exercice démocratique. Je vous laisse la parole, sachant comme d'habitude que c'est toujours la première prise de parole qui est la plus difficile. Aucun thème n'est tabou, que ce soit des problématiques nationales. On peut parler des retraites, bien évidemment, ou alors des problématiques bien plus locales, de territoire. Pour vous situer, donc, je suis député de ce qu'on appelle la 5e circonscription du Rhône, qui va en fait de Caluire, rive droite de la Saône, rive gauche, les Monts d'Or et même un petit bout de la Zergue, 25 communes. Voilà. Et vous avez la parole. Monsieur, bonsoir. Bonsoir Madame la députée. Je suis très heureux de vous voir. On se connaît puisqu'on s'était vu au début, juste avant votre élection. Je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait participé à des réunions avec des citoyens. Et je vous dis clairement, aujourd'hui vous arrivez, on se demande, moi je me demande si vous n'êtes pas téléguidé parce que là, la France brûle, qu'il y a eu il y a eu 49.3 et qui m'a choqué parce que c'est pas, j'estime que le 49.3 n'est pas fait pour ce type d'action, c'est plus pour des actions budgétaires et Madame la Première ministre l'a rappelé aujourd'hui en disant qu'elle s'engageait maintenant à ne plus utiliser le 49.3 maintenant, pas hier. Et donc la question c'est pourquoi vous venez que maintenant? Parce qu'on ne vous a pas vu depuis 7 ans. Ah. Voilà. Je ne suis pas agressif, mais si je peux me permettre, monsieur, madame a fait une réunion de débat au début décembre à Caluire. À Caluire, mais pas à Saint-Didier. Pas à Saint-Didier, mais à Caluire, mais c'est pas très loin. Où madame la députée avait émis une idée pourquoi raviver le sens démocratique et la participation à lutter contre l'abstentionnisme. Et là, je vous rejoins. Je me demande pourquoi vous n'avez pas fait ce qu'il fallait pour lutter contre l'abstentionnisme durant ce mois de janvier-février, alors qu'on aurait peut-être eu des choses à vous dire aussi. Et là, pour le coup, comment peut-on encore croire au pouvoir politique local aujourd'hui?
À quoi ça arrive? Non, mais... À quoi ça arrive? Alors, Non, on est non, mais il y a personnellement, je suis déçu. il y a plusieurs questions et plusieurs interrogations. Je vous ai dit 25 communes. Monsieur, merci de reconnaître qu'effectivement, en décembre, j'étais à Caluire. En janvier, je faisais mes vœux à Quincieux. On est mi-mars, je suis là. Dans un mois, je suis à Neuville. Et dans 2 mois, je suis à nouveau à Caluire. Bon, donc voilà, effectivement, à Saint-Didier, c'est la première fois que je fais ça. Mais il y a un certain nombre de désidériens qui ont dû me voir dans différentes manifestations. J'étais là il n'y a pas longtemps quand il y avait une exposition à la Maison Meunier. Donc, effectivement, je ne suis pas à Saint-Didier même pas tous les mois, ça je le reconnais bien volontiers. En revanche, sur les 25 communes, si je suis présente, je fais des permanences, en plus, j'essaye d'être sur l'ensemble du territoire, à la fois en mairie de Lisieux et en mairie de Fontaine-sur-Saône. Donc voilà, donc, que vous ne m'ayez pas vu ici avec ce format de réunion, oui c'est une première à Saint-Didier. En revanche, ce n'est pas une première sur l'ensemble de ma circonscription, puisque je fais ça grosso modo tous les mois et demi, 2 mois. Voilà, c'est la première chose. Seconde chose, je continue. Donc en décembre à Caluire, janvier Quincieux, ici. Bon, alors, encore une fois avec ce format. Les uns et les autres, vous m'avez vu dans différentes manifestations. Bon. Vous avez commencé vos propos avec le terme téléguidé, qui est assez fort. Je ne vois pas en quoi je serais téléguidé. Personne ne me téléguide, hormis, j'allais dire, les Français. Pour moi, c'est ce qu'il y a de plus important. Je suis représentante des Français. Si je fais justement cet exercice, encore une fois, que je vous ai dit, que j'affectionne particulièrement, c'est bien pour avoir toutes vos remontées. Je pourrais soit pas le faire du tout, soit vous faire des réunions publiques sur un thème et puis quasiment pas laisser la parole. C'est absolument pas ma manière de faire. Troisième point, vous avez évoqué ce fameux 49.3. Vous avez dit, il n'est pas fait pour ce type d'action, on le réserve au texte budgétaire. Je pourrais vous répondre, il se trouve que ce fameux texte des retraites, c'est un texte budgétaire, donc ça rentre dans cette manière de faire. C'est pas ce que je vais vous répondre. Je pourrais le faire. Je me dédouane. C'est pas ce que je vais faire. J'ai fait partie des députés de la majorité. Vous l'avez peut-être d'ailleurs en plus. Je suis pas très média, mais pour le coup j'ai fait quelques médias depuis une semaine. Parmi ces députés qui ont dit qu'ils auraient préféré ne pas utiliser le 49.3. J'ai pas, j'ai pas de pouvoir, j'allais dire, par rapport à la Première ministre ni au Président de la République, mais ça faisait plusieurs jours, il était un certain nombre à dire il faut aller sur un texte comme ça, même si c'est un texte budgétaire, encore une fois, faut aller au vote. Faut aller au vote. On n'a pas été écouté. Après, voilà. Bon. Vous n'avez pas été écouté, mais par exemple, dans la autre partie qui soutenait le projet, il y a des députés qui se sont démarqués. Ça a fait des vagues, mais en tous les cas, c'est ça aussi la démocratie. En fait, on attend d'un député qu'il soit courageux aussi. Alors, vous parlez, si je comprends bien, des députés LR. Ouais. Tous n'étaient pas favorables. Et je vais faire une parenthèse qui n'en est pas une. Pour des raisons électoralistes, parce que quand on est député LR, que depuis le programme de M. Fillon, de Mme Pécresse, il y a la retraite à 65 ans, et parce qu'après, on sent que par rapport à son électorat, mon Dieu, on va faire machine arrière, et pour leur faire plaisir, on va voter ce qu'une partie des Français veut entendre. C'est pas du tout ma conception de la politique. Ça, c'est la première chose. Et la seconde chose, vous dites ils n'ont pas été d'accord. Sur le 49.3 en tant que tel, on ne peut pas agir. Vous parlez de la motion de censure qui a eu lieu lundi, qui est quelque chose pour moi qui montre vraiment une scission avec, alors même pas un projet gouvernemental, mais pour moi, les députés LR qui ont voté cette motion de censure ne sont plus dans un parti de gouvernement, justement. Qui plus est, cette motion de censure, c'était l'alliance de la carpe et du lapin. Ça allait vraiment, donc vous avez tous découvert à cette occasion, si vous avez suivi ce fameux groupe à l'Assemblée nationale qui s'appelle LIOT, Liberté, Indépendants, Outre-mer et Territoire. Bon, déjà en tant que tel, c'est des députés un peu de tous horizons. Bon.
Et ceux qui sont agrégés à cette motion de censure, c'était juste pour renverser le gouvernement. Et encore une fois, moi, ce n'est pas ma manière de concevoir l'action publique et la responsabilité qu'on a quand on dirige un pays. Oui, alors, monsieur. Alors, dans l'ordre, juste, il y a quand même une rupture institutionnelle après. Tout à fait. Voilà, en bonne et due forme. Aujourd'hui, comment vous concevez-vous, à titre de député, votre façon de travailler? Est-ce que d'une manière systématique, vous approuvez ce que votre groupe vous demande de faire? En deux mots, est-ce que vous avez déjà dit non aux lois qui ont été proposées par En Marche? Parce que je vous rappelle que le rôle d'un député, c'est de défendre sa circonscription. Non, mais allez jusqu'au bout. C'est bien de défendre les intérêts gouvernementaux. On écoute jusqu'au bout. Je vous écoute. Mais à un moment ou à un autre, vous avez une circonscription qui est représentative. Je pense qu'il peut y avoir des désaccords au sein d'un même parti. Est-ce que pour autant, il y a une obligation systématique, et là je ne parle absolument pas de la réforme des retraites, de voter systématiquement ce qu'on vous demande de voter? C'est une vraie question. Et puis, voilà, on me la pose souvent et elle est plus que légitime. Moi je l'entends très bien. Non. Bonsoir. Non, il n'y a pas de problème. Non, en soi, évidemment et heureusement, on ne doit pas voter comme le parti. Je me souviens très bien, parce qu'avec le deuxième mandat que je suis élu, j'ai fait partie, sans aucun souci, de cette fameuse vague Macron, voilà, tous ces nouveaux députés de la société civile en 2017, et j'ai été taxé, on a été taxé de députés Playmobil. Voilà. Bon. Il y a deux choses à prendre en compte. La première, c'est quand même, effectivement, on est élu sur un programme et dans la majorité pour soutenir un gouvernement. Donc, il y a une forme de loyauté. Mais cette loyauté ne veut pas dire que, veuillez m'excuser d'avance l'expression que j'ai employée, on se la ferme et on appuie sur le bouton. C'est pas du tout comme ça, en tout cas que moi, je le conçois. Donc, ça peut arriver que, pas sur des textes en entier, mais sur des articles, il y ait des désaccords entre nous. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ce qui se passe dans l'hémicycle, c'est toujours ce que j'appelle la partie visible, émergée de l'iceberg. Il y a tout un travail en amont, non visible, qui est très important. Et c'est là où, justement, la plupart des choses se jouent et se dénouent. Et que quand on a un projet de loi gouvernemental qui arrive, on en discute entre nous en groupe politique, et là, on commence à dire, là, pas d'accord, là, il faut faire cette avancée, et on travaille avec le gouvernement pour, justement, eh bien, essayer d'apporter des améliorations. Voilà. Donc, ça, c'était pour répondre, est-ce que vous votez toujours comme votre parti? J'espère que j'ai répondu à peu près à votre question. Vous avez dit... Non, c'est oui ou non? Non. Donc non. Pardon? Donc, au moment du vote, vous avez voté certaines lois contre la position du parti. Loi, si, j'ai voté. Il y a en plus des lois qui étaient importantes. Je pense à des textes d'urgence sanitaire. Pendant la période Covid, on en a voté 10. Des textes très difficiles à voter. Moi, je le dis très souvent et en toute humilité, parce que quand on appuyait sur le bouton, on savait que ça allait avoir des répercussions terribles pour nos concitoyens. Et il y a des textes d'urgence sanitaire sur lesquels, un où je me suis abstenu et un où j'ai voté contre. Oui, tout à fait, tout à fait. Mais encore une fois, j'allais dire, c'est presque un aveu d'échec. Si on a... Non, mais ça veut dire qu'on n'a pas réussi à convaincre en amont et notre groupe et le gouvernement. Et il y a d'autres choses aussi, enfin, il y a d'autres textes sur lesquels, au début, on peut se dire pas d'accord, et en discutant entre nous, voilà, et encore une fois,
en réussissant en amont à avoir des avancées, à se dire, ok, il manquerait ci, ça, mais il n'y a pas de raison quand même que je vote contre. Voilà, on ne peut jamais être, et vous le, j'allais dire, on le vit chacun dans nos vies, quelles qu'elles soient. On ne peut pas toujours être d'accord avec tout. On dit bon, allez, ok quand même. Voilà. Juste Pardon un petit complément, parce que j'ai l'impression, je vais vous aider à peut-être à revenir un petit peu sur certains de vos votes, parce que j'ai l'impression que vous n'avez pas forcément la mémoire de tous vos votes. Et il y a un site qui est très bien fait là-dessus, sur lequel on peut avoir beaucoup d'informations en tant que citoyen. Vous avez voté contre l'amélioration des conditions d'avortement. Oui, tout à fait. Vous avez voté contre le mariage homosexuel. Ah non. Vous avez voté Non, contre... je ne suis pas député. Vous avez sur l'accès à la PMA et les couples homosexuels, vous avez voté contre. Tout à fait. Vous avez voté contre des questions de vote bioéthique. Oui. Voilà quelques-uns de vos votes en opposition avec votre majorité. Tout à fait. Juste pour les souligner un petit peu, pour qu'on s'en souvienne tous. Alors, pardon, je fais juste une parenthèse, je vous redonne la parole. Effectivement, nos votes sont tout à fait publics. Nos votes sont... Alors, sur la plupart des amendements, on vote ce qu'on appelle à main levée, pour que ça aille plus vite. Voilà. Mais sur les votes importants et révélateurs, on a ce qu'on appelle des scrutins publics, et c'est là qu'on appuie sur les boutons, on a pour, contre, abstention, et c'est tout à fait normal, vous avez raison de le souligner, que nos concitoyens savent pourquoi on vote. Ça, c'est sûr. Voilà. C'est simplement pour souligner les thématiques qui, manifestement, vous importent sur ces votes sur des sujets de société, et qui, par ailleurs, ce qu'on constate aussi sur ce site, c'est que vous avez un taux d'absentéisme qui est énorme. Et vous êtes dans la situation des probablement du quart des députés les plus absentes au moment des votes. Alors non, je vous invite à, il y a quelques mois, j'étais classé parmi les 50 députés les plus actifs. Juste finir, donc, parce que je pense que j'aurai pas la parole sur les 10 années de votre mandat, plus sur la limite que je vais prendre là. Voilà, c'est assez bien documenté ce site. Il se trouve que sur le dernier mandat et sur le mandat en cours, vous êtes parmi ça les 100... Ça dépend, vous êtes sur lequel? Sur les deux mandats. Non, mais quel site? Sur le site de vos députés, qui référence... Nos députés, voilà, qui a un biais particulier. Oui, mais en tout cas qui référence ce genre d'action sur la base d'informations officielle. C'est pas mis en cause. Oui, mais pas toutes. Voilà, juste. Pas toutes, et vous êtes de fait parmi les 150 députés les plus absentes et les moins participantes à votre Alors, je vous invite à aller voir un autre site qui s'appelle Datan, où je suis parmi les 100 les plus actifs. Et du coup, ma question à l'inverse, et vous parlez de loyauté à votre parti. Oui. Quelle est la loyauté envers les gens qui vous ont élu ou envers les Français dont vous êtes la représentante? Alors, mais justement, en fait, ça me permet de rebondir sur une remarque qu'a fait monsieur, votre voisin de devant, quand vous avez dit le rôle de député, c'est défendre sa circonscription. Pas que. Pas que. Alors, c'est toute la difficulté, mais l'intérêt, pour moi, du député, c'est qu'effectivement, il est élu sur une circonscription, je vous l'ai décrite tout à l'heure, mais on est représentant de la nation. On est représentant de la nation. Donc, moi, évidemment, la circonscription est très importante parce que c'est le terrain, parce que je m'en nourris de ces échanges, de quand même je me balade dans la rue, quand je vais à différentes manifestations, à des tournois de foot, enfin voilà. Mes rencontres sont très diverses et variées. Et évidemment, c'est d'une circonscription qu'on se nourrit. Et cette circonscription-là, vous imaginez bien, est très différente, par exemple, de mon collègue ou de ma collègue qui est au fin fond de la Nièvre et qui a plus de 250 communes, parce qu'elle est en milieu très rural, sur sa circonscription, où il est encore très différente, la perception qu'elle a du pays, par exemple, un député de Paris intramuros. Bon, donc oui, on est député d'une circonscription, élu sur une circonscription, et ça permet, 577 députés, d'avoir justement une vision la plus juste possible de la France. Mais j'y tiens beaucoup, on est représentant de la nation et des Français, de tous les Français. Et il faut justement, c'est ce que je pense, avoir une vision générale du pays et de l'avenir du pays, et oui, du bien commun qui va bien au-delà des problématiques d'un territoire. Voilà. Et on reviendra peut-être tout à l'heure sur les ruptures institutionnelles que vous avez évoquées, parce que je pense que c'est un fil rouge. Monsieur et monsieur. Alors,
Vous dites que c'est un texte budgétaire, là on revient, c'est quand même le thème central, hein, aujourd'hui, ça va laisser des traces dans notre société pendant des années à venir, hein, la manière dont ça se passe aujourd'hui, les manifestations, les blessés et autres. Mais vous dites que c'est un texte budgétaire, donc les deux articles qui concernent le budget, finalement, sont des articles qui ne sont pas directement économiques, c'est simplement un allongement de durée du travail obligatoire et la suppression des régimes spéciaux. Avez-vous eu la possibilité de discuter d'autres moyens de financer la sécurité sociale, le chèque, que ce simple article de rallongement de la durée du travail, dans la mesure où c'est un texte budgétaire? Est-ce qu'on a parlé budget au-delà de cette question qui est d'imposer aux salariés 2 ans obligatoires de travail en plus, qui sont des articles de régression sociale dans le pays? Alors, régression sociale, moi je ne pense pas. Les femmes de ménage qui doivent travailler 2 ans de plus, qui sont brisées, alors, oui, tous ces gens, c'est de la régression sociale. Voilà. Pour moi, on touche en fait du doigt, justement, la grande difficulté de cette loi, mais comme les autres lois qui ont voté l'allongement de la durée du travail, parce que c'est pas la première. Hein. Oui, c'est un choix de le faire passer par une procédure de révision d'un budget qui est quand même là pour révision de budget annuel. C'est pas une loi de société. Ça touche la société, ça touche pas tout le monde. Tout à fait. Donc c'était un choix du gouvernement de faire ça et la situation aujourd'hui on en est quand même liée à ce choix de procédure. Oui, alors je voudrais revenir à l'exemple que vous donnez. Effectivement, on demande à une femme de ménage, à ceux qui ont des métiers justement très pénibles, très durs, qui ont commencé à travailler très jeunes, de travailler davantage. Et à tout le monde, mais à eux en particulier. Effectivement, c'est très difficile. Moi, j'ai toujours dit, depuis que voilà, cette réforme est sur les rails, qu'il faut y aller vraiment à pas feutrer, parce qu'on demande aux gens de travailler 2 ans de plus. Bon, et quand on est dans un bureau ou quand on est effectivement dehors depuis 16 ans, par exemple dans les champs ou autres, c'est pas du tout la même chose. Oui, monsieur. Est-ce que ça concerne vraiment les retraites ou est-ce que ça concerne la manière dont on aménage le travail? Et c'est là, pour moi, où on a peut-être loupé un coche, mais on est tous responsables. Maintenant, il est question, il va y avoir une loi travail et la question qu'on a un certain nombre à se poser, c'est qu'on aurait sûrement dû faire l'inverse. Parce que comment Certainement. Je veux dire, c'est... Attendez, je peux terminer parce que, c'est une erreur de vision. Vous n'allez pas me reprocher. Non, c'est pas beau, il y a un forcené à l'Élysée. Il y a un problème de vision et d'approche. Attendez, j'ai dit qu'on restait respectueux, sinon on ne va pas y arriver. On est respecté des groupes, mais pas des personnes. On va pas y arriver. On est respectueux des personnes qui nous respectent. Moi, je mais pas vous, toujours je respecté. parle pas de vous, madame. Oui, mais c'est moi qui suis devant vous. C'est moi qui suis devant vous. Voilà. Je parle pas de vous, vous n'êtes pas élu à l'Élysée. Et je vais même dans votre sens, puisque je dis oui. C'est le travail d'abord. On est d'accord. Le contrat social autour du travail. Attendez, soit vous écoutez entre vous, soit c'est effectivement un dialogue. Donc là où je suis d'accord avec vous, c'est qu'il faut qu'on revoie la manière de travailler d'un certain nombre de personnes pour qui le travail est très pesant et très dur. Donc oui, il faut qu'on s'attaque à la pénibilité, à la gestion des fins de carrière. Vous pourriez me dire même, et vous auriez raison, parce que moi c'est quelque chose que j'ai beaucoup entendu, c'est ok pour travailler 2 ans de plus, mais quand on est viré à 55 ans, c'est bien gentil. Donc oui, l'employabilité des seniors, tout ça, oui, il faut qu'on s'y attaque. Donc pour moi, c'est moins, si vous me permettez, le fait de travailler 2 ans de plus que la manière dont on travaille. Et ça, il faut vraiment qu'on s'y attelle. Il faut que sur la fin des carrières, qu'elles soient aisées ou plus difficiles, on imagine une sorte de mentorat. Enfin voilà. Donc ça, il faut vraiment qu'on le mette sur le tapis. Je vous rejoins, oui. Et avec qui vous allez discuter? Parce qu'il y a un gouvernement qui est dévalorisé complètement. Qui va mener ce débat, je veux dire il y a un projet de loi qui va arriver au Parlement sur toutes ces problématiques-là d'ici l'été. Voilà. Avec le but, on est encore une fois très nombreux à le souhaiter. On peut regretter, d'accord, que ça n'ait pas été fait avant. Maintenant, on peut toujours dire on aurait dû. on Moi, non mais d'accord. Maintenant on a. Attendez, je vais juste. Oui, allez-y. Merci. On a un pays qui est
pour moi, les responsabilités sont partagées de ce qu'on a aujourd'hui. Ça a été, comme je dis tout le temps, le terme n'est pas joli, mais c'est ce que je dis, cette réforme, elle est mal emmanchée depuis. Soit. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Je crois dans cette future loi travail, avec les différents éléments que je vous ai donnés. Je veux que les syndicats puissent se mettre autour de la table, qu'on puisse réfléchir ensemble et qu'on puisse avancer ensemble. Voilà. Alors, monsieur et monsieur. D'abord, oui. Et monsieur. Donc, oui, j'ai 2 points. Premier point sur le principe de démocratie représentative. Moi, quand j'ai dit un député, j'ai dit une personne qui va avoir accès à des informations auxquelles moi, je n'ai pas accès. Donc, si ce député, grâce à ce réseau d'information, peut être amené à prendre une décision, à avoir un vote qui correspond au courant, pas à ce que je pense ou au courant principal, moi, ça ne me choque pas. Parce qu'il a un rôle au niveau national. Non, même si ce n'est pas le courant principal. Le deuxième point, c'est concernant la retraite. Je pense que concernant les retraites, ce qui a manqué, c'est qu'on n'a pas posé la question de fond. La question de fond, c'est quelle est la part de nos revenus que l'on veut allouer aux retraites? Quelle est la part de notre richesse, de notre PIB? Aujourd'hui, c'est 14% en France. C'est 12% dans la moyenne européenne. Est-ce qu'on veut effectivement allouer 2% de plus que dans la moyenne européenne? Et si on veut l'allouer, sur quoi on prend sur ces 2%? Sachant qu'effectivement, on a 5% aujourd'hui de déficit budgétaire et qu'on devrait au minimum le réduire de 2% à 3%. Donc c'est ça la véritable question. C'est quelle est la part de nos revenus qu'on veut allouer à notre retraite? Et sur qui porte l'effort? Et sur qui porte l'effort? C'est la justice sociale aussi dans le pays. Si aujourd'hui il y a 90% des salariés qui rejettent, des actifs qui rejettent cette réforme, qui sont dans la rue depuis 2 mois à manifester, je veux dire, contre ça et qui ne sont pas entendus, c'est qu'il y a un problème, de justice sociale. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est comme si vous demandez, est-ce qu'il faut, comme ils ont fait en Suisse, est-ce qu'il faut mettre un budget pour acheter des Rafales? La plupart des gens, la majorité va répondre non. Sur l'augmentation de l'âge de la retraite, toutes les lois ont été très difficiles à faire passer. Après, il faut de la justice, je suis d'accord, pour les gens qui ont eu des travaux durs, je suis d'accord. Moi, travailler jusqu'à 65 ans, il n'y a pas un problème, j'ai pas un problème, d'accord? Hein? Pareil. Okay. Moi, j'habite à Saint-Didier, j'ai une belle maison et, d'accord. Et je suis en profession libérale conciliateur. Donc, voilà. Et effectivement, aussi, globalement, quelle est la part de la richesse qu'on veut allouer aux retraites? Tout à fait. Sachant qu'aujourd'hui, on a quand même 5% de déficit. Donc si on met 2% ça coûte 30 sur les milliards retraites... par an à l'État. Est-ce qu'on continue comme ça? Non, mais... Sur qui porte l'effort? Non, mais alors... C'est qui supporte cet effort? Parce qu'on demande à être brutal dans la manière de faire pour imposer 2 ans de plus de travail à des gens qui sont déjà à bout quand ils ont 50 ans. Et d'un autre côté, on distribue, et moi j'en ai très bien profité, là, des baisses d'impôts et d'autres comme ça, sans contrepartie. On a dit, moi, on reçoit de l'argent sans contrepartie parce qu'on est en haut de l'échelle. Alors, il y a quand même une différence de traitement. Hein. C'est souvent ça, ce qu'on dit, c'est on est fort avec les faibles avec les forts. Et ça, c'est quelque chose qui se retrouve aujourd'hui dans la rue. On va voir des gens qui manifestent, et ce ne sont pas des gens violents. Il y en a 2, 3, mais là, les gens qui vont manifester, ce ne sont pas des gens violents. Par contre, on voit toutes les générations, on voit tous les milieux sociaux qui sont en train de manifester dans la rue, et il y a une nouvelle manifestation demain, ils seront encore là. Qu'est-ce qu'on fait pour ramener la paix sociale dans ce pays? Je veux dire... Aujourd'hui, pour l'instant, on ne voit pas de porte de sortie par rapport à ça. Est-ce que, moi, la question de fond que j'ai par rapport aux différentes manifestations, que les retraites soient déclencheurs, soit. Que ce soit la seule question, je ne suis pas sûr. D'autant plus, il faut aussi quand même reposer un certain nombre de choses factuelles, après on en tire les conséquences qu'on veut. Ça coûte 30 milliards par an à l'État. Moi, je suis fondamentalement attaché à notre système par répartition. Et je ne veux pas. Non mais ça vous fait rire. Mais oui, c'est le discours qu'on entend depuis des mois et personne n'est convaincu. Je vous ai écouté, s'il vous plaît. Non mais ça, c'est les éléments de langage. Non, c'est factuel. C'est comme si vous disiez
disiez à vos enfants, écoutez, je suis super endetté, je vous demande encore de payer ma dette, et vous n'êtes pas sûr d'avoir de quoi vivre. C'est exactement la même chose. Moi, c'est pas les responsabilités que je veux prendre. C'est pas la responsabilité que je veux prendre. Et alors ça va dans le raisonnement est clair quand même, monsieur. 30 milliards par an seulement des déficits. Oui, donc on devrait supprimer tout. Aujourd'hui, on devrait tout excusez-moi, supprimer. madame, mais c'est vrai qu'il y avait la solution, c'est d'augmenter les cotisations. Bah voilà. Je ne sais pas si les salariés, je sais pas si les salariés ont été satisfaits de voir leur salaire baisser ou les entreprises voir leur profitabilité baisser. Il y avait aussi la réduction sur des retraites. Et ces pistes-là n'ont pas été suivies. La piste, ça a été effectivement de demander un effort à tout le monde. Mais moi, quand je vous entends aujourd'hui, ne pensez-vous pas, madame la députée, que l'organisation des débats, et quand je dis l'organisation des débats, c'est la position de certains groupes politiques, ne vous ont pas empêché de travailler aussi et de pouvoir évoquer tous les sujets que vous évoquez, messieurs, en disant les carrières longues, etc. Mais moi, j'ai suivi un petit peu. Et comment voulez-vous imaginer un instant qu'on ait pu avoir un débat sérieux et de réfléchir aux amendements alors qu'on n'a pas pu les discuter? Et je pense que là, c'est aussi la responsabilité de certains politiques. Et quand vous parlez de téléguidage, je crois que le téléguidage il est tout à fait évident par rapport à certains groupes. Soit je me tais, soit je gueule. Attendez, il y a un monsieur qui Ouais, voulait parler. Dans l'organisation des débats, moi je propose que j'en suive celui qui fait. Moi je voudrais juste la semaine dernière j'étais au Kazakhstan, quand il y a le 49.3 qui a été voté, et au petit déjeuner, je fais du business, au petit déjeuner, il y a mon voisin qui est à l'étranger qui vient me voir et me dit franchement la France, top quoi, 49.3, qu'est-ce que c'est que cet article? Donc j'ai dû donner un cours de constitutionnalisme à un voisin qui ne comprenait pas pourquoi on pouvait passer en force alors qu'on avait 3 millions de personnes ou 2 millions de personnes dans la rue et que finalement, voilà. Donc ça c'est la parenthèse, mais c'est un cas concret qui montre que finalement, l'image de la France à l'étranger, avec un président, moi je suis macroniste, donc j'ai aucun problème à le dire, avec un président qui nous a fait plutôt un côté Kennedy au départ, et finalement on se retrouve à avoir une grosse problématique. Aujourd'hui, il y a le Conseil constitutionnel qui est saisi. C'est sans doute la seule institution pour laquelle je descendais dans la rue, d'accord, à titre personnel, parce que je pense que ce sont vraiment les garants. Et quand on voit la composition du Conseil constitutionnel, il y a quand même de grandes chances que ce texte-là soit retoqué. D'accord ? En tout cas, il y a une chance possible. Une partie, non, mais vous avez raison, bien sûr. Donc moi, ma question, c'est, et demain ? Parce que finalement, en étant passé en force avec le 49.3, qui globalement, c'est la 100e fois, c'est pas la première fois, sans aucun doute pas la dernière, et je pense que personne ne peut se targuer de dire qu'on n'a plus jamais utilisé le 49.3 parce que on a mis la main dans le pot de confiture. Mais quand même, on a quand même une grosse problématique, c'est que là, on a un président qui ne va pas être réélu, on a une majorité relative, avec des ambitions, vous l'avez souligné, à droite et à gauche, etc. Là, on vient de faire le lit de l'extrême droite de manière extrêmement importante, parce que le populisme va quand même se retrouver dans ceux qui pitonnent le terrain, parce que je peux vous dire qu'en ce moment, l'extrême droite, ils sont de partout, d'accord ? Et on les entend pas. Et on les entend pas. Ils font un job monstrueux. Et ça va tomber. Vous verrez, ça va tomber, on va se retrouver à avoir un président d'extrême droite. Et alors, pour terminer, c'est que il vous reste quand même un mandat assez long, et je me demande comment vous allez faire, en fait. Voilà, ma question, c'est ça. Tout à fait. Et je pense que ça va être douloureux, parce que les enjeux politiques des uns et des autres qui vont vouloir se voir président bientôt, ça commence 2 ans avant, hein, la campagne, on va dire ça comme ça. Donc on va les voir, on va avoir un président qui va avoir une difficulté à maintenir sa majorité, d'accord, à tenir sa majorité sur des sujets qui sont importants. Donc finalement, on a mis effectivement la charrue avant les bœufs, et on a oublié de discuter de beaucoup de choses, et on s'est mis une partie de la société quand même à dos. Moi je suis pour la retraite, hein, donc la réforme, entre guillemets, si on rentre dans le détail. Mais bon, peu importe mon avis personnel, mais je me dis juste, on a quand même une problématique, c'est que demain, si la réforme elle est retoquée, qu'elle passe qu'à moitié, qu'on a finalement une eau froide, une eau chaude, bon bref, une eau tiède finalement, on va se retrouver. Mais comment vous allez gouverner en fait ? Moi, ma question, ça va être, vous en tant que député, vous allez vous retrouver une sorte de maelstrom avec des réformes nécessaires, parce que le pays a besoin d'avancer, d'avoir des réformes, il y a énormément de choses à faire, quitte à réformer les retraites, en tout cas à changer la position, ou à l'améliorer ce texte, parce qu'il y a quand même plus qu'améliorable, d'accord, entre guillemets. Et je pense que le Conseil constitutionnel va vous le demander. Et vous allez vous retrouver potentiellement dans une situation extrêmement inconfortable de ne pas pouvoir gouverner. Et la seule chose qui nous manque dans ce pays, c'est qu'on ne gouverne pas ce pays-là, puisqu'on a eu quand même quelques gouvernements avant qui ont fait qu'il ne s'est rien passé.
d'accord, depuis pas mal d'années. Donc voilà, je ne confonds pas courage politique avec l'obligation de faire de la réforme pour de la réforme. Il y a des choses à faire dans ce pays. On a quand même un changement climatique qui arrive, on a quand même des choses énormes qui vont bouleverser. Et d'ailleurs, entre guillemets, personne n'a pris en compte les impacts du changement climatique sur l'impact de la retraite. Et là, je peux vous dire un truc, c'est que ce que vous avez voté aujourd'hui et ce qu'on a mis en œuvre aujourd'hui et ce qui sera peut-être mis en œuvre demain ne prend en aucune mesure la mesure du changement climatique et de ce que ça va impacter sur le monde du travail, etc. etc. Je ne vous parle pas du ChatGPT, d'accord? Je vous parle juste du changement climatique. Non, mais je dis ça pour rigoler, mais c'est ce qui va vraiment nous arriver. 80% des jobs aux US, aujourd'hui, sont remis en cause par une intelligence artificielle, d'accord? C'est exactement ce qui va arriver. Et ça, c'est demain. Et c'est à l'horizon de votre réforme, en fait. Voilà, donc, en fait, au-delà même de la pénibilité, de l'extension, je fais court, hein, de la pénibilité, de l'extension, de l'extension, finalement, on a une problématique, c'est que cette réforme, elle au-delà d'être sans aucun doute nécessaire, financièrement acceptable, on peut en discuter. Elle est globalement anachronique dans le temps dans lequel vous l'avez votée, en fait. Voilà. Exactement, c'est pour ça que... Et je suis pour. Non, comme ça, moi, c'est alors, mais il y a quand même un vrai paradoxe dans votre réforme. Vous auriez posé attendez, je vais répondre à monsieur. Je vous remercie. Tout votre constat et votre question, c'est maintenant comment vous allez faire. J'aimerais bien pour le coup avoir une boule de cristal, si je veux être très très honnête. En ce qui concerne le Conseil constitutionnel, il fera son boulot et il nous retoque très souvent des parties de loi. Ce dont j'ai peur pour le coup en ce qui concerne ce texte-là, c'est, enfin pas je d'ailleurs, on craint que mine de rien ce soit justement les avancées qu'on a réussi à mettre, certes un peu au forceps, mais qui se trouvent finalement dans ce texte et que le Conseil constitutionnel dise sont des cavaliers parce que du coup ça n'a plus rien de budgétaire. Là, ça fait. Je reconnais, mais bon, on va laisser le Conseil constitutionnel faire son job. Ça va être. Oui, je ne sais pas comment on va gérer. Et pour le reste, oui, évidemment, continuer à réformer, parce que moi, je ne suis pas du tout pour mettre la poussière sous le tapis. Il y a des choses qu'on a faites qui n'étaient pas évidentes et que je pense qu'il faut. Enfin, j'en suis persuadé qu'il faut continuer de faire. On peut parler des hôpitaux, notre système de santé, il faut absolument qu'on arrive à le redresser. Ça fait l'écologie. Donc je compte la santé, l'éducation. Voilà, il ne faut pas qu'on se plante, parce que pareil, pendant des années, on a mis la poussière sous le tapis. Facile. Bon, maintenant on fait quoi? On a ça. L'écologie, ô combien vous avez raison, d'accord. On n'est pas mis dans le texte, ça, bon, c'était encore une fois texte budgétaire, donc, mais je pense qu'on va être très rapidement obligé de refaire une réforme des retraites. Ouais, je l'avoue. Donc moi je partage en tout cas vos interrogations. Et en toute honnêteté, je ne peux pas avoir de réponse, si je veux rester honnête. On va essayer de donner la parole à d'autres personnes. Je vous en prie, monsieur. Oui, vous n'annoncez pas la fiscalité dans votre liste. Parce que moi, je me sens tout ruisselant à force que ça... Enfin, non, mais c'est le terme ruissellement, il n'existe pas vraiment pour des strates, même moi qui ai un bon niveau de vie. La fiscalité, aujourd'hui, finalement, c'est comme vous l'évoquez, il n'est pas justice dans la fiscalité en France. On est passé à des tranches il n'y en a pas beaucoup, oui. Sous Villepin. Et donc, aujourd'hui, est-ce que c'est pas là-dessus qu'il faut agir également? Alors, je ne l'ai pas évoqué parce que je vous avoue que ce n'est pas mon domaine de compétence, que je ne peux pas être compétente dans tous les domaines. En revanche, je suis persuadée que ce dont on a besoin pour faire nation, parce que c'est un terme qui m'est très cher, c'est ce sentiment de justice. Et à partir du moment, c'est ce qui se passe aujourd'hui, où les Français ont un sentiment d'injustice, quel qu'il soit, c'est là où ça va plus. C'est là où on perd le lien, le contrat social tel que ça a été évoqué. Pardon. Donc, qui a à faire aussi dans ce domaine-là? Oui, j'en ai entendu parler, et encore une fois, en toute humilité, je ne pourrais pas vous en dire plus parce que ce n'est pas mon domaine de compétence, mais je sais que c'est sur la table, et à la main des parlementaires, pour le coup, pas à la main du gouvernement, à la main des parlementaires. Moi, je suis voilà, de ceux qui sont favorables
alors ça va sûrement en faire bondir quelques-uns, mais vous allez me laisser parler jusqu'au bout, que dès le plus petit revenu, on soit un minimum imposé. Parce que on reçoit de la société, et le fait de participer un tout petit peu, mais vraiment un tout petit peu à l'impôt, c'est aussi avoir ce sentiment d'appartenir à la nation. Que 48% des Français ne payent pas l'impôt sur le revenu, alors vous me direz, il y a d'autres fiscalités, entre autres par la TVA et autres, dont acte. Mais laissez-moi dérouler ma pensée. Laissez-moi dérouler ma pensée. Je trouve, parce que, comme dit aussi monsieur, et on l'entend aussi, il y a des personnes, ces fameuses classes moyennes, qui ont l'impression qu'on leur demande toujours à tout. Je dis juste à la hauteur que chacun participe pour tous. Avec une belle progressivité, que les classes du top supérieur payent réellement l'impôt, alors que jusqu'à présent, c'est ceux qui payent le moins aujourd'hui. C'est pas tout à fait. C'est pas vrai, faut pas dire n'importe quoi. Mais non, mais c'est vrai, c'est documenté. Enfin, il y a la flax tax, tout ça, on en bénéficie, je veux dire. On en est les premiers bénéficiaires. Un bouclier fiscal, ça s'appelle M. Sarkozy qui a mis la flax tax en place. On va écouter, vous avez vos idées, d'autres réflexions. Non, alors, moi, depuis tout à l'heure, j'écoute. Le moins qu'on puisse dire, c'est que je ne suis pas d'accord avec vous, mais alors pas du tout. Donc je voudrais quand même dire, d'une part, que les députés travaillent énormément, et quand ils ne sont pas là, c'est qu'ils bossent la nuit. La première chose. La deuxième chose, c'est que c'est bien de parler de justice sociale dans un pays qui est le plus juste au monde. Allez voir un peu, par exemple, au Kazakhstan, parce qu'il parlait du Kazakhstan, allez aux États-Unis, etc. Allez voir tous ces pays-là. La seule chose qui est en train de se passer en France, pour faire très très court, c'est que le pays est en train de s'écrouler. Il est en train de s'écrouler, pourquoi? Parce qu'on vend de moins en moins. On a de moins en moins de richesses en France, parce qu'on a de plus en plus, parce que le décalage avec les autres pays fait que les entreprises françaises se font racheter systématiquement. Alors, moi, c'est mon expérience, hein, je n'ai pas une expérience nationale. Mais la même expérience, c'est que mes clients se font racheter par des entreprises américaines qui ramènent tout aux États-Unis et qui licencient en France. Et pourquoi ils font ça? Ils font ça parce que d'un côté, ils ont du cash. De l'autre côté, ils rachètent l'entreprise qui a de la valeur qu'on a créée avec le CIR en France. Et ensuite, puisqu'en France, c'est moins rentable qu'ailleurs, parce qu'on ne travaille pas assez longtemps, eh bien, comme quand on est 5% plus cher, c'est pas 5% qu'on perd, c'est 100% du chiffre d'affaires et les entreprises avec. Alors, moi, je ne suis pas d'accord. Je pense que la réforme, elle aurait dû être faite, la réforme des retraites, hein, elle aurait dû être faite il y a très 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 longtemps. Il y a un décalage par rapport aux autres pays, je ne parle même pas des États-Unis, je parle même simplement de l'Europe, vous l'avez, monsieur qui l'a évoqué, par rapport au pourcentage qu'on veut mettre. Si on n'est pas au même niveau que les autres, la France va continuer à s'écrouler. Elle aura de moins en moins d'argent, et quand elle a de moins en moins d'argent, elle pourra de moins en moins payer. Et c'est ce qui est en train de se passer. Et la difficulté qu'on a aujourd'hui, c'est de dire, ah ben, quand on a plus, ça va bien. Pendant des années, depuis 40 ans, on nous a donné plus, alors là, c'était facile d'accepter. Puis maintenant qu'on a moins, on n'a pas envie de lâcher. Ben oui, mais pourtant, c'est pas compliqué. On a fait des déficits, on a fait tout un tas de choses là, qui coûtaient rien nulle part et que les Français pouvaient accepter facilement. Maintenant, on ne peut plus. Voilà. Ou alors, il faut continuer à faire des déficits. C'est un choix à faire parce que ces déficits-là, quand on dit que c'est nos enfants qui vont payer, ben ouais, on a de la chance que les taux d'intérêt n'aient pas été forts depuis... sous Hollande et Sarkozy, mais maintenant le problème c'est que on va se remettre à payer et le piège va se refermer. Donc je ne suis pas du tout d'accord avec vous et je suis d'accord, juste pour finir, à la fois avec ce que fait le gouvernement, je suis systématiquement admiratif de ce que fait Madame Brocard et les députés qui vont avec, parce que moi je suis allé à l'Assemblée nationale, je les ai vus travailler, ils n'arrêtent pas de courir dans tous les sens, je ne peux pas comprendre qu'on critique le travail des députés français qui sont au four et au moulin toute la journée. Ça, je ne peux pas l'accepter, ça. Si je peux me permettre, tout au début... Si je peux me permettre, tout au début, je voulais parler de crise institutionnelle. Oui. C'est pourquoi? Parce que, quels que soient les avis des uns ou des autres, qu'ils soient légitimes ou pas, je suis contre, je suis pour, etc. C'est pas ça le sujet. Aujourd'hui, on est arrivé dans une détestation, non pas d'un homme, hein, d'une démocratie.
C'est ça le vrai sujet. Tout à fait d'accord. Et donc maintenant le vrai sujet, c'est comment on s'en sort et comment les députés la députée que vous êtes, avec votre chambre et l'Assemblée que vous représentez, vous nous faites sortir de ce, je m'excuse, de ce merdier, parce que jamais on est arrivé dans une crise telle que celle-ci. Et j'oublie le bienfait de l'un, de l'autre, la détestation de M. Macron ou pas, le bien... C'est pas ça le sujet. On n'est même plus sur la réforme de retraite. Je suis d'accord, il y a France Insoumise maintenant. Oui, mais attendez, ce jeu Comment politique, vivre avec ça? attendez, ce jeu politique des minorités, ça a servi d'autres, je m'excuse, ça a servi la République en marche aussi, d'avoir des choses éclatées. Donc je ne veux pas jouer avec l'écroulement des partis, la détestation de l'un, le bien fondé ou pas. Je dis il faut se sortir de ce sujet. Qu'est-ce que vous, en tant que député, vous allez préconiser au niveau de l'Assemblée pour qu'on sorte de ce système? Pour inspirer. Alors, je suis complètement d'accord avec vous, à tel point que c'était une question que j'avais notée, que je voulais justement vous poser en seconde partie des échanges, parce que oui, c'est maintenant comment on recrée, comment on refait une démocratie qui soit à la fois vivante et apaisée, et qu'on redonne confiance dans nos institutions et dans les représentants divers et variés. Donc pour moi, c'est comme pour eux. Voilà, je le rejoins très très volontiers, c'est la question de fond. Et je pense que c'est là, il faut qu'on échange. Monsieur, je ne vote pas du tout en touche, hein. Monsieur avait demandé la parole. Attendez, il y a un monsieur qui a demandé la parole. On est prêt à je voudrais apporter justement par rapport à cette question qui est très bien. Au fond, c'est comment on se sort de tout ça. Et comment vous allez essayer d'y répondre tout à l'heure. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait aussi pour en sortir? Et je pense que lorsqu'on cherche, tout en ayant nos revenus, etc., et en s'appuyant sur l'argument des gens qui sont dans les plus défavorisés par rapport à ce problème de la retraite. Voilà. La question, elle est importante, tout à fait, je ne veux pas la nier, mais je ne peux pas supporter, moi je ne supporte plus, que tous ces instances, toutes ces administrations, toutes ces organisations qui prétendent, utilisent ces arguments que pour des raisons finalement électorales. Moi, je suis un ancien, permettez-moi de continuer. Non, mais je vous regarde, je n'ai pas interrompu. Moi, j'ai fait ma carrière dans un établissement que tous les Français aiment beaucoup, qui s'appelle EDF. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a dans cette loi? Il y a le fait que, à partir d'une certaine date, les nouveaux embauchés, ils n'auront pas le système de retraite d'aujourd'hui. Mais cette disposition, elle aurait dû être prise, mais il y a des dizaines d'années. Et pourquoi personne n'en parle? Pourquoi la presse n'en parle jamais? Pourquoi les cadres supérieurs, comme j'ai été, n'en parlent pas? Bien sûr, on part avec 75% du dernier salaire, majoré par des tas de choses. Voilà. Est-ce que ça peut durer? Et sur votre facture d'EDF, est-ce que vous avez noté quand même que vous payez pour ça? Je suis pas chez aussi. Mais non, mais vous cotisez là-dessus. Voilà. Alors, vous comprenez, dans cet emballage général, évidemment, qu'est-ce qu'on va faire? La CGT, je la connais, puisque je l'ai eu en face. Hein, voilà. On vous parle toujours du dernier salaire, pour qui on a déjà arrangé les choses. Et puis, on entraîne tout le monde. Voilà. C'est ce qui se fait au cul du camion, c'est bien organisé. Les jeunes, quand ils arrivent, on les forme assez vite. Hein, voilà. Donc, tout ce mouvement, et puis quand même, nous sommes à quelques jours du prochain congrès de la CGT. Donc c'est des choses qui ne peuvent pas se passer. Mais il n'y a pas que la CGT dans la rue, vous avez, vous avez l'union de tous les syndicats, la CFDT enfin, aussi, enfin je veux dire, c'est caricatural comme approche. Bon. Il y a 5% des Français syndiqués. Il y a ça, il y a la CFTC. Oui, vous avez cité qu'il y a les jeunes, oui bien sûr, qu'il y a les jeunes. Mais on leur a expliqué clairement? Ils ont compris le problème? C'est le problème des régions. Je sais pas. Mais le problème des régions, merci monsieur. Je vous en prie, continuez. Non, continuez. Ce que vous... Je me suis emballé un peu sous cette chose. Mais pour faire réponse aussi à ce qui a été évoqué tout à l'heure, je suis allé pour la première fois à une de vos réunions à l'occasion des vœux de nouvelle année à Cassieux, hein, c'est ça. Voilà, vous avez invité comme nombre d'autres. Voilà. Et voyant arriver une invitation pour cette réunion, et habitant à Saint-Didier, je bien sûr inscrit. Donc je ne vois vraiment pas à quel sens on peut apporter à
on pourrait avoir à critiquer, enfin, ou à mettre en cause votre souci de communication, d'échange et de partage. Et j'avais noté lors de votre présentation et des vœux de cette nouvelle année que vous aviez développé le sujet de fraternité. Et cela est un point très important que vous semblez avoir repris un peu dans votre propos aussi, même aujourd'hui, pour dire qu'il faut traiter les problèmes d'une manière globale. Et évidemment, il faut réunir la France. Donc, et réunir les Français. Voilà. Et c'est donc en essayant de vous soutenir que les choses peuvent avancer. Voilà. Ça n'appelle pas de commentaire, mais merci monsieur. Oui. Tout à l'heure, vous interpelliez, Madame la députée, sur qu'est-ce que vont faire les députés, qu'est-ce que vous allez faire pour qu'on sorte de ce débat et comment redonner confiance. Moi, j'aurais envie de vous dire, mais un peu comme monsieur, mais qu'est-ce que vous allez faire, vous, en tant que citoyen, pour redonner confiance en la démocratie? Parce qu'on a quand même une chance extraordinaire, vous avez vu, dans un pays où il y a une démocratie, et que notre rôle aux uns et aux autres, au quotidien, avec le café dans le pays où j'arrive jamais à dire le nom, vous l'avez fait. Et je ne sais pas si la démocratie, il vous a pas demandé ce que ça voulait dire. Non, ça ne vous a pas demandé ce que ça voulait dire. Mais ceci étant, nous, on a un rôle à jouer, et vous, vous avez un rôle. Et dans votre discours, quand même, je me dis, mais je ne sais pas s'ils ont vraiment envie que ça soit qu'on sorte de l'ornière. Pourquoi c'est le sentiment que j'ai. On est tous impactés. On est tous impactés par cette situation. On est tous impactés par ce que vous faites. Et bien, ce que je fais, moi, par exemple, vous voyez, c'est je vais dans les rues et je discute. Et la semaine dernière, j'ai discuté avec un cantonnier et puis avec un retraité. Où le cantonnier, ça fait 25 ans qu'il travaille à la métropole. Je lui dis, qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, il me dit la retraite, tout ça. Et je lui dis, vous avez commencé à travailler à quel âge? Il me dit 17 ans. Je dis, vous savez que vous n'êtes pas vraiment concerné par la retraite. L'autre personne, je lui dis, au fait, monsieur, vos filles, elles ont quel âge? Elles ont commencé à travailler à quel âge? 24 ans. 24 ans plus 43. Parce que c'est ça aujourd'hui la situation malgré tout. Et c'est une réalité. On aurait pu choisir 67. Oui, c'est-à-dire que pour le taux plein, à taux plein. Pour le taux plein. Oui, mais enfin. Ben, il y en a qui peuvent aussi choisir de partir avant. Ah ben oui, comme vous le disiez tout à l'heure, consultant un singulier, vous avez les moyens, voilà. Mais peut-être qu'un cadre moyen n'a pas les moyens, lui, de partir avec 10, 15, 20% de décote. S'il était de retraite de 1500 ou 1700 euros. C'est bon, ici, vous l'avez dit, on parle sur un territoire où les gens sont relativement sereins. Mais aujourd'hui, on parle d'une moyenne autour de 64 ans. On leur dit, il n'y a pas de problème, on va mettre tous à 64 ans. Mais c'est une moyenne. Ça veut dire qu'on va, à la majorité des gens, on va leur imposer 2 ans de plus de travail. Et ça concerne des gens qui, vous pouvez peut-être comprendre qu'ils soient choqués qu'on leur impose ça tout à coup, alors qu'ils sont rentrés dans la vie active à une époque où on leur promettait 60 ans. Non, mais ça a changé de paquet de fois. Non, mais tout à fait, mais je veux dire... on n'est ni à la SNCF, ni à l'EDF. L'âge de départ moyen à la retraite aujourd'hui de 63,7 mois. Voilà, c'est ça, proche de 64. Voilà, proche de 64. Ça veut dire qu'aujourd'hui, déjà, la moyenne est 64. Oui, c'est la moyenne. Moi, je pense que ça va... Moi, je pense que c'est surtout les classes moyennes. Les gens qui ont les moyens, ils font la retraite complémentaire à côté. Il n'y a pas de capitalisation aujourd'hui, mais ils l'ont fait, ils peuvent travailler plus longtemps. Aujourd'hui, c'est plutôt les classes moyennes, parce qu'elles n'auront pas, elles n'ont plus les moyens. Regardez, aujourd'hui, la résidence principale aujourd'hui, les jeunes disent qu'ils ne pourront plus y accéder. Donc ils ne vont même pas pouvoir. 30% d'activité. Alors, on peut laisser parler Madame la députée. Oui, bien sûr. Non, mais l'écoute aussi, elle se nourrit le débat dans la salle de nos débats. Le débat, bien sûr. Je mets en pratique ce que je dis en préambule, tout à fait. J'écoute les uns, les réactions des autres. Non, évidemment. 2-3 choses. Alors, justement, monsieur, en fait, je vous disais oui, parce que vous disiez, voilà, il y a aussi plein de personnes, justement, qui ne peuvent pas aller. J'en ai parlé de cette employabilité senior, évidemment. Et ça me permet de rebondir, je crois que c'est vous, monsieur, qui en avez parlé tout à l'heure, sur la non-qualité de nos non-débats qu'on a eu pendant 15 jours à l'Assemblée. Bon, je ne vais pas taper au pied sur la France insoumise, c'est trop facile.
Il n'empêche, en 15 jours, le Sénat a réussi, de manière quand même, il y a eu des débats portés, enfin bon, à boucler le texte. Nous, on s'en est arrêté à article 3-4, voilà. Et dedans, justement, ce qui a été très dommage, c'est qu'il y avait ce fameux article 2 sur l'indexation des seniors, dont la France Insoumise n'a pas voulu, alors que ça permettait justement déjà de commencer à initier et d'imposer aux employeurs d'employer davantage les seniors. Donc dès le début, ça leur impose de communiquer, pas d'employer. Dès le début, le débat a été, même pas tronqué, n'a pas été souhaité. Voilà. Et je me permets quand même de rebondir sur votre exemple, et merci beaucoup monsieur de parler d'EDF. On peut aussi parler, et pour le coup, c'est quand même, moi, ce que je considère comme des mesures de justice, puisqu'il en était question et que c'est ce qu'il y a de plus important, et j'ai peur que le Conseil constitutionnel le retoque, mais il est question de ce fameux régime spécial, vous avez encore une fois parlé d'EDF. Moi, je suis assez choqué quand je vois un conducteur RATP faire la grève, parce qu'effectivement, il s'arrête normalement, sa retraite est à 55 ans, et oui, on va lui demander de bosser comme les autres. Eh bien, pardon, moi je trouve ça normal. Voilà. Et d'ailleurs, c'est français. Non, même pas. Il aura 2 ans de plus, mais ça fera 55. C'est ça. Voilà. Et mais même si vous voulez tout savoir tout à l'heure. Avec la clause du grand-père. Et oui, je vous ai dit que je faisais des permanences dans les mairies. Cet après-midi, j'étais en mairie de Fontaine-sur-Saône, donc j'ai reçu des personnes avec des sujets divers et variés. Il n'est jamais d'ailleurs question de la retraite, mais il n'empêche, voilà, un monsieur qui a 80 ans et qui me disait aussi, mais sans aucune animosité et sans vouloir braquer les uns contre les autres, dit mais oui, mais quand même, il faut juste qu'on sache que eh bien, les régimes des fonctionnaires sont quand même plus privilégiés par rapport au régime du privé. Est-ce que c'est normal? Est-ce que ce n'est pas normal? Je ne sais pas ce que disait le monsieur, mais qu'on porte ça quand même à la connaissance. Voilà. Donc bon, on ne peut pas y aller à chaque fois en disant c'est pas ci, c'est pas ça, c'est injuste. En fait, posons les choses avec sérénité. Pardon? C'était la réforme de 2019 qui était la meilleure. Alors ça c'est voilà, c'est un sujet qui revient, qui était déjà sur la table. La retraite à point. Qui était président à ce moment-là? Pardon? Qui était président à ce moment-là? Qui était aux manettes? Monsieur, écoutez, c'est pas comme ça qu'on fait avancer les choses. D'accord? Il y a eu juste accessoirement le Covid qui s'est branché dessus. Bah, dites non si vous voulez, moi je vous dis les faits. Vous n'avez juste pas écouté les faits. Donc effectivement, cette retraite, cette réforme des retraites de 2019 d'Édouard Philippe, voilà, à point, est-ce qu'il aurait fallu l'amener jusqu'au bout? Alors, on ne pouvait pas, encore une fois, on a eu le Covid qui s'est intercalé, on a été un certain nombre à dire il faut quand même la remettre, c'était juste pas décent de remettre la réforme des retraites quand on était en pleine pandémie. Bon, l'avenir nous le dira parce que oui, comme ça a été évoqué, je pense qu'on aura à revoir, à refaire les textes de retraite. Voilà. Oui. Pardon, moi je voulais juste répondre j'ai entendu des propos en disant mais qu'est-ce que vous faites en fait? Donc moi j'ai juste un fait, c'est que sur une commune aussi aisée et aussi privilégiée que Saint-Didier-au-Mont-d'Or, j'ai la chance d'être conseiller municipal, donc d'avoir été élu. Le deuxième tour quand même des élections, c'est 40%. Exactement. Donc en fait, moi je pense que la crise de représentativité... 40% de participation. Donc ce que je veux dire, c'est que je pense que la crise de représentativité, elle démarre à tous les niveaux, premièrement. Et deuxièmement, elle est quand même assez constitutive de c'est quoi votre engagement. Alors chacun peut faire ses activités associatives, s'engager pour les autres, etc. Et ça, c'est la liberté des uns et des autres. Mais en même temps, là on parle à une députée en représentation nationale, et moi j'ai quand même cette interrogation-là, quand j'ai vu que historiquement sur la ville, alors il y avait le Covid, on va me dire que bref, etc., la ville vote à 65%, et que cette fois-ci on a voté à 40%. Donc ça crée une crise de représentativité, techniquement on peut en parler, mais derrière quand même, c'est si vous voulez vous engager, déjà engagez-vous à aller voter. Et voilà, on peut déjà commencer par là, non? C'est d'accord. Juste, ce qu'il faut savoir quand même, c'est qu'on était en plein Covid et que grosso modo, il y a eu 20 points de moins de participation dans toutes les communes.
Mais c'était les municipales. Vous étiez 40, vous étiez 60, 40. Ailleurs, à Lyon, c'est pareil. À Lyon, c'est pareil. Pour les municipales, mais les municipales, le Covid. On voit aussi cette érosion du vote à la présidentielle, on voit cette érosion du vote aux législatives. La plupart des députés sont minoritaires dans leur élection, sont minoritaires par rapport aux inscrits. Je veux dire, beaucoup admettent le fait qu'ils représentent très peu, alors qu'ils sont élus, et surtout ceux qui sont élus au premier tour en général. Mais du coup, il y a une vraie crise. Et ce qui est un peu dramatique aujourd'hui dans la situation, c'est que cette remise en cause qui est faite dans la rue, parce qu'il faut aller aussi écouter les gens, enfin je veux dire, ce ne sont pas tous des imbéciles qui n'ont rien compris, et ce n'est pas tous des manipulés par la CGT. Voilà, mais j'irai demain aussi manifester. Voilà, c'est l'exemple vivant. Pour ma femme, qui elle travaille, elle ne peut pas y aller. Mais à la sortie, tous ces gens qui sont là, il y a tous ces jeunes qui arrivent là-dedans, et tous ces gens, à la sortie, qu'est-ce qu'on fait pour les amener à voter alors qu'on sait que c'est dans la jeunesse où il y a le plus d'abstention. Et aujourd'hui, tout ce qu'ils voient, c'est une crispation au sommet de l'État, une crispation des institutions, et finalement, des gens qui manifestent depuis longtemps, des gens qui cherchent à faire valoir. Parce qu'on parle de LFI, du débat, mais le débat, il est aussi avec les syndicats. Or, les syndicats n'ont pas été entendus. Ils représentent qui, les syndicats? Ils représentent les salariés, ils sont aussi eux-mêmes élus. Combien de pourcentage des salariés sont... Si on en vient, quel est le pourcentage d'électeurs qui ont élu Monsieur Macron? Je veux dire, comment on fait des batailles de pourcentage? Qu'est-ce que ça signifie? C'est vous qui l'avez lancé. Non, mais je ne dis pas une bataille de pourcentage. Je ne conteste pas les élections de chacun, mais je ne conteste pas la légitimité électorale de chacun du moment où il est élu dans les règles. Mais le fait d'être élu, le fait d'être en responsabilité impose aussi de comprendre la manière dont a élu Monsieur Macron a été élu quand même, il l'a admis au premier tour, avec un fort report de voix qui était là pour faire barrage au Front National. Il l'a mis au premier tour. Et aujourd'hui, il est en train de nous dire « Ah, mais j'ai été élu et je suis populaire pour faire mon truc. » Non, mais il faut... Donc, il faut entendre les choses. Il y a plusieurs choses dans ce que vous dites. Certaines avec lesquelles je suis complètement d'accord. D'autres, pour moi, ce sont, si vous permettez encore une fois, c'est pas les bonnes conclusions qu'on tire. Que vous disiez, et là je suis complètement d'accord avec vous, et je suis tout aussi inquiète de ça que vous. Quand vous dites il y a une vraie désaffection des Français envers leurs représentants politiques et encore davantage de nos jeunes, oui, c'est catastrophique. Et je vais même aller plus loin que vous, parce que pour moi c'est un véritable cercle vicieux, parce que on ne vote pas, donc on ne se sent pas représenté, donc on se dit que c'est encore plus des andouilles, et on va voter encore moins, et voilà. Donc comment, on se sort de cette spirale infernale? Là, je vous rejoins complètement. Deuxièmement, en revanche, là où je suis beaucoup moins d'accord avec vous, le fait, effectivement, des procès en illégitimité, pas élus avec assez, bon, le système démocratique est fait de telle manière que c'est celui qui a le plus qui est élu. Je vous parlais des syndicats, mais moi je rêverais que les syndicats représentent 100% des ouvriers. Mais aujourd'hui, quand c'est... Pardon? Des salariés, non, mais quand je dis ouvrier, employé, non, mais voilà, bien sûr, bien sûr. Le problème, c'est que, est-ce que, je crois que c'est 8%, d'accord, des employés qui sont syndiqués, et moi j'entends beaucoup d'employés qui disent « mais je ne suis pas représenté ». Donc moi, me mettre autour de la table, moi, vraiment, et je réfléchis avec certains, et je pense que vous allez de la même manière sauter au plafond, mais du coup, comment on se sort de l'ornière, à faire en sorte, d'une certaine manière, que les employés soient obligés de se syndiquer pour que leurs représentants les représentent vraiment. Parce que vous n'allez pas me dire le contraire, si vous avez une certaine honnêteté intellectuelle, c'est-à-dire que ceux, justement, les représentants syndicaux, ne représentent quasiment qu'eux-mêmes. Bon, alors, ça pose un problème. C'est peut-être une petite exagération de dire ce genre de choses. Ce n'est pas tout à fait faux. Non, c'est pas tout à fait vrai d'ailleurs. Si vous voulez, on peut jouer sur les mots. Mais voilà, ils ont du mérite. Moi je rêve. Mais ils ne représentent pas grand monde. Et voilà. Et après, parce qu'on peut aller plus loin justement dans le raisonnement, on peut dire que cette fameuse culture du compromis qu'on n'a pas encore en France, et en témoigne notre Assemblée. Moi j'ai été ravi en juin dernier, je vous le dis,
très sincèrement, que justement, on n'est pas une majorité écrasante. J'ai été ravie parce que je me suis dit, génial, on va vraiment pouvoir ratisser très large, essayer de bâtir du consensus selon les projets, de faire en bonne intelligence les uns avec les autres. Pour l'instant, on n'y arrive pas. On n'a pas cette culture, effectivement, du compromis. En Allemagne, on dit, tout le monde dit, alors, en Allemagne, ils y arrivent très bien. Le Parlement, justement, selon les projets, selon les textes de loi, ils y arrivent. En Allemagne, ils ont aussi, justement, des syndicats qui, culturellement, sont associés parce qu'ils représentent vraiment la quasi-totalité des employés. Donc, moi, effectivement, ils sont dans la en Allemagne, c'est l'industrie qui dirige le gouvernement. Le gouvernement, il n'a aucun pouvoir. Si Angela Merkel a réagi au moment du Covid alors qu'elle n'avait pas réagi au moment de la Grèce, c'est parce que l'industrie automobile allemande dépendait des pièces détachées qui venaient d'Italie du Nord. Peut-être, je vous avoue bien humblement que voilà. En revanche, moi je vous parle de deux choses. Je vous parle de la culture du consensus qu'il faut qu'on acquiert, effectivement, que ce soit au niveau national du gouvernement comme du Parlement, mais aussi, effectivement, au niveau des représentants des différentes, des représentants syndicaux. Moi j'y crois. Et vraiment, je voudrais dans ce sens-là. Vous avez raison, mais je vous donne un exemple. Ce week-end, j'ai discuté avec des jeunes, justement, sur la réforme des retraites. J'étais à Paris, il y avait une manifestation et je discutais. Et ils me disaient, mais premièrement, nous, la retraite, c'est pas notre sujet. Oui. Nous, notre sujet, c'est comment on va travailler maintenant, parce que le travail est complètement en train de changer. Oui. Et on nous parle de la retraite, de personnes, à quelle heure, quand est-ce qu'ils vont partir? Mais nous, c'est pas notre sujet. C'est comment on repense le contrat social alors que demain, ça se trouve, 50% de la population active sera freelance. Donc on sera complètement différent. Ce chiffre-là, par exemple, aux États-Unis, 2027, c'est déjà 50% de la population qui sera en freelance. Donc on voit bien qu'il y a un vrai changement du travail. Il y a une mutation radicale de la manière de quel travailler. débat on pose. Et deuxièmement, ils me disent, à propos de débat et d'implication citoyenne, ils me disent, quand même, Macron, il a fait quelque chose qui était bien, il a lancé quelque chose qui était bien, c'est la Convention citoyenne. Malheureusement, elle a été avortée, c'est-à-dire qu'elle n'a pas accouché de projet de loi, elle n'a pas été concrétisée. Alors pourquoi? Je ne sais pas, moi. Mais c'était ces jeunes qui disaient ça. Il y a eu la Convention sur le climat qui était intéressante. Oui, la Convention et ça n'a rien donné. Et ça n'a rien donné. Et alors, pas jusqu'au bout. Alors, non, mais moi, c'est pas moi qui dis ça, c'est ces jeunes qui disent ça. Tout à fait. C'est ce que j'entends aussi, et c'est sur quoi je me base. Là, vraiment, je suis complètement d'accord avec vous. Sur le travail, oui, le monde du travail est en pleine mutation, et je pense que c'est le début, et qu'il y a encore plein de paramètres qu'on n'a pas. Vous avez évoqué en plaisantant ChatGPT, mais c'est vrai que l'intelligence artificielle va encore plus révolutionner notre manière de travailler, et surtout ce qu'on attend du travail. Parce que voilà, le travail et la carrière telle qu'on pouvait l'envisager il y a encore quelques années, ça n'a plus de tout court chez nos jeunes. Bon, si les jeunes présents, si je me trompe, vous me dites. Mais voilà, non, ça c'est certain. Et pardon, votre deuxième point, c'était quoi? C'est la Convention citoyenne. Oui, tout à fait, la Convention citoyenne. C'est vrai. Alors, c'est vrai qu'elle a nourri beaucoup d'espoir et du coup, de déception. Je ne vais pas vous dire le contraire. Il n'empêche, un certain nombre de choses a pu être transformées. Pas tout, oui. Mais comme je dis, c'était la première fois qu'on lançait ce genre de choses. Donc, c'est toujours, si c'était parfait dès le début, bon, oui, on serait tous super satisfaits. C'est un exercice qu'il faut, un, qu'on recommence, deux, qu'il faut qu'on affûte, et trois, oui, il faut aller jusqu'au bout. Il faut aller jusqu'au bout, mais pour ça, il faut vraiment qu'on arrive à embarquer tout le monde, parce que la difficulté aussi, c'est que c'est aussi les mêmes personnes qu'on retrouve là. Donc, mais
pas dans la Convention citoyenne, c'est des gens qui ont été tirés au sort pour participer. Je veux dire. L'encadrement était vraiment. Oui, c'était le but, c'est que les gens ils aient accès à une information. Très orienté, merci. Après, voilà. c'est autre donc chose. c'est vrai qu'ils étaient tirés au sort, mais toute l'organisation. était orienté, moi je connais bien les personnes qui étaient Moi, je suis allé à une réunion sur le SCOT à Neuville-sur-Saône il y a 3 mois. Vous savez, le SCOT, le schéma de cohérence territoriale, et il y avait des ateliers. Et il y avait un animateur, une animatrice par atelier. Je peux vous dire que c'est très orienté. Il y a quand même l'animateur, animatrice qui parlait du SCOT à des habitants. Oui. C'est-à-dire qu'il fallait, grosso modo, ils ont dit ce qu'elle avait proposé. Donc moi je suis ça c'est le management qu'on apprend dans les grandes entreprises. Bien sûr, hein. donc soyons conscients de cela. Soyons conscients de ça. cela. Les débats sont de plus en plus compliqués, les compétences sont nécessaires, et même quand on est tiré au sort, il y a un encadrement qui existe. C'est normal. Ah ouais, c'est normal. Alors, mais choisissons cet encadrement. Là, on est aussi sur la question, et ça rejoint la question de fond que vous avez posée, que je partage, c'est maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On a notre démocratie représentative, qui est mal en point, je l'en connais volontiers, et on a aussi cette fameuse démocratie citoyenne participative, dont on entend beaucoup parler, que certains brandissent très volontiers, et c'est qu'est-ce qu'on en fait? Typiquement, l'Assemblée, il y a quelques temps, je ne sais pas si elle le fait encore, justement, a essayé de lancer cette démocratie vraiment citoyenne, et sur certains textes de loi, c'était sur son site internet, public, dire écoutez, allez-y, bossez, donnez votre avis et tout. Assemblée nationale, donc au niveau national. S'il y a 200 contributions, c'est bien tout. Et ce sont les mêmes qu'on retrouve ailleurs, qui ont d'autres moyens d'action. Donc moi, je suis vraiment favorable à ce que les citoyens s'emparent, j'allais dire, de tout. S'emparent de tout. Évidemment, jusqu'où vont-ils? Encore une fois, souvent ce sont des personnes qui sont déjà engagées par ailleurs. Et alors, je vais être très provocante, pardonnez-moi, mais la question aussi que je me pose, moi, c'est que ce qu'on n'entend pas, c'est peut-être aussi que tout va bien. Vous savez très bien que ce qu'on entend, quel que soit le domaine, c'est quand il y a un problème. Ceux qui ne réagissent pas, c'est que bon an, mal an, ma foi, moi je donne pas mon avis, parce que ça me va bien. Juste une remarque là-dessus. Je vous ai prévenu, c'est une question que je me pose. Voilà, c'est partie de la majorité qui dirige le pays, c'est sans surprise, dont acte. Mais sur cette question précisément, sur la remontée d'informations de terrain, il y a eu des manifestations, on a dit de gilets jaunes, je pense qu'aujourd'hui, la population qui a participé à ça, ils sont un peu plus larges, on le voit maintenant, en partie dans les manifestations. Il y a eu des milliers de contributions dans ces fameux crédits de tolérance, un soi-disant grand débat national, etc. Ça a été regroupé, rassemblé, il y a eu un travail de terrain qui a été fait, assez minutieux, assez systématique, très général dans toutes les communes. Enfin, c'était quelque chose d'assez gigantesque en termes de remontée d'informations. Vous nous dites aujourd'hui que quand on donne la parole aux gens, on a 200 contributions. Moi, je vous dis qu'il y a eu des milliers, des dizaines de milliers de contributions. La conclusion de cette remontée d'informations, ça a été, il est techniquement difficile d'exploiter tout ça, et ben on va s'arrêter là. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Alors dites-moi à ce moment-là, où est-ce que tout ça a été consolidé et qu'est-ce qu'on en a sorti? Alors, tout à fait. C'était justement, je voulais l'évoquer. Ce grand débat national, ça a été, moi j'ai trouvé un très grand moment justement où les Français ont pu s'emparer de tous les sujets qu'ils souhaitaient. Sur la circonscription, je ne sais plus, j'en ai fait entre 12 et 15. Voilà. Et j'avais fortement incité les maires à les faire. J'étais présente en 12, 15, et je ne prenais pas la parole parce que c'était évidemment pas le but, c'était d'écouter et d'entendre. Bon. Je m'étais fait, moi, mes propres cahiers. Je les ai retrouvés il n'y a pas longtemps. C'est vraiment des pavés. Et je les feuillette pour ma part très souvent. Au niveau national, je sais que ça a été un des reproches qui a été fait, c'est vous avez amusé la galerie. Voilà. Vous avez amusé la galerie et tout ça, hop. Et c'est pas vrai. Ça arrive de manière très fréquente que dans des textes de loi, il y ait certains articles qui sont issus des remontées du
du grand débat national, et bien plus. On a fait une loi, il y a 1 an, 2 ans, je ne sais plus, où quasiment on a, pas tout évidemment, mais 70%. Attendez, de toute façon, mais vous me faites ça, mais de toute manière, si on prend tout, on ne fait plus rien. Parce que les avis des uns, vous voyez bien ici, l'avis de l'un et pas l'avis de l'autre. Donc à ce moment-là. Vous voulez qu'on peut en tirer une majorité, simplement? Ah bah, alors à ce moment-là, je vous parle de votre propre jeu, c'est l'Assemblée nationale. Non mais la majorité, après, c'est le représentatif. Non mais on ne peut pas dire tout et son contraire, cher monsieur. On ne peut pas dire tout et son contraire. Justement, attendez, vous me posez la question, vous me dites qu'est-ce qu'on a fait de ça? Je vous dis qu'en fonction des différentes remontées qu'on a eues et des gros thèmes, justement, il pouvait y avoir du consensus, on l'a transformé en loi. Bon, là où il n'y a pas de consensus, mais riez si vous voulez. Bon, si vous mettez en cause tout ce que je dis, à ce moment-là, bah, on arrête de discuter, c'est bien le problème. C'est que, justement, si on s'écoute, si je vous écoute, il y a certaines choses avec lesquelles je peux être d'accord avec vous, ou alors le constat, on est d'accord, la conclusion n'est pas d'accord. Mais voilà, sinon, enfin, je me tais, si vous ne croyez rien de ce que je dis, je vous dis factuellement, moi, j'ai fait entre 12 et 15 grands débats nationaux, j'en ai tiré pour moi-même de la matière, et je vous dis qu'au niveau national, oui, il y a un certain nombre de choses qui ont été traduites en législative. Pas assez, sûrement, probablement, mais tout n'est pas parti à la poubelle. Juste un dernier point. Et alors, il y a monsieur et juste monsieur qui ont circulé la parole. parole. L'objet de mon propos aussi, c'était l'exhaustivité. Merci à vous. C'était courageux, c'était un La promesse d'exhaustivité aussi qui est importante, et je le mets aussi en parallèle avec la désaffection des gens, où le sentiment de ne pas être entendu, la défiance qui s'installe aussi, on est dans un monde de politique, mais aussi de communication politique. Et c'est préjudiciable en fait. Je pense qu'aujourd'hui, d'ailleurs c'est ce qu'on fait aujourd'hui, on fait un exercice de communication politique, on parle assez peu de politique au final, et c'est assez général quand même depuis quelques années. Ce que je veux souligner par là, c'est qu'il y avait une promesse d'exhaustivité, de traitement de ces données. Les gens se sont investis là-dedans. Les gens ont fait remonter leur information. Et cette promesse d'exhaustivité, en fait, n'a pas été satisfaite, et ça alimente à nouveau... Laissez-moi juste finir, s'il vous plaît, et après je ne dirai plus rien. Et ça alimente, je pense, une forme de défiance et de distance. Il y a un moment, il faut être juste réaliste. C'est la promesse qui a été faite. Non, pas dans le débat national. Non. Alors oui, monsieur tout au fond. Moi, je voudrais qu'on passe pas... Juste un truc, mais qu'on n'oublie pas le climat. En fait, c'est vrai que très volontiers. On oublie tout, mais finalement, tout ce qu'on est en train de dire, ça va être drivé par le climat. Très volontiers. Donc j'aimerais juste que pour une fois, dans un débat public, on essaie de prendre 5 minutes pour parler du climat. Eh bien écoutez, sauf si... Alors, parce que voilà, je pense Ah oui, puis alors il y avait les jeunes. Ils sont par les jeunes, quoi, c'est eux qui... Oui, non, mais c'est pour ça, depuis tout à l'heure, je les regarde. Ouais, justement, c'était ma question, sur l'écologie. Il y a le COP27 qui aimerait maintenir l'augmentation du climat à 1,5 degré. Est-ce que vous avez des projets de loi et des propositions à l'Assemblée nationale concernant l'écologie? Et est-ce que je sais que dans le programme d'Emmanuel Macron, il y avait beaucoup de propositions axées sur les jeunes et l'écologie? Est-ce que vous en avez? Est-ce que ça se ressent à l'Assemblée nationale? Alors je vais dire que tout est écologie, d'un certain côté, parce que si on fait un projet de loi, par exemple, sur le logement, forcément, tout ce qui est rénovation énergétique, tout ce qui est construction en faisant attention, voilà, même de la voirie, oui, ce biais écologique, il doit être partout et il commence à être partout. Ce soit pas assez qu'il y ait urgence extrême, bien sûr, mais voilà, et des projets de loi spécifiques, bien sûr. Mais là, pour le coup, moi j'entends vraiment tous ceux, et en particulier les jeunes, et continuer de nous dire oh, climat, parce que ça, pour le coup, ça vous concerne, là je vous rejoins complètement, beaucoup plus que les retraites. Donc continuez à nous interpeller là-dessus, absolument. Et c'est un sujet, d'ailleurs, je pense qu'il peut rassembler beaucoup de gens. D'ailleurs, le soir même du vote de la motion de censure, il y a eu un projet de loi sur le nucléaire, qui a été adopté avec 400 voix, contre 140, je crois. Le lundi suivant, il y a eu 2 textes qui ont été adoptés à l'unanimité. Et donc, c'est des choses, c'est un sujet sur lequel il y aura un consensus. On arrivera à trouver un consensus. Pas certain, mais par contre,
Autant sur un sujet comme les zones le sujet qu'on a connu à la métropole, c'est bien sur les zones d'émission. Les ZFE. Voilà, zones de faible émission. Bien sûr, il y a un consensus sur le principe. Ou certainement la commission citoyenne avait émis des choses là-dessus. Bien sûr, il y a des projets de loi pour transférer. Voilà, mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on en fait? Non, mais attendez, on repousse. On est obligé de repousser. Pourquoi? Parce que qui soutient vraiment ça? C'est le président de Métropole qui a décidé de repousser. Il y a eu une convention citoyenne sur le climat. Le président de la République, du haut de son piédestal, a dit nous allons tout appliquer, transférer un truc. Et il n'y a rien eu derrière. Et après, les gens qui ont participé se sentent complètement spoliés de leur investissement. Mais on peut mener des projets. Sauf que, alors, attendez, le président, si vous dites sur un piédestal, sauf que les ZFE, justement, c'est aux mains des collectivités. Parce qu'il y a un moment... Non, mais je ne parle pas des ZFE. Ah bah, c'est le sujet. Tous ces éléments sur le climat. On peut bien lui mettre plein de choses sur le dos, il y a aussi différentes strates. Non, mais sur le climat, et on revient à l'investissement. Mais on peut mener des projets, quand on a des marges de manœuvre budgétaires. Et aujourd'hui, il n'y a pas de marge de manœuvre budgétaire. Il y a un déficit de l'État de 5%. L'Allemagne a plus de marge de manœuvre budgétaire. Ah ben oui, c'est ça. Et en fait, non mais attendez, on est condamné à trouver les moyens de rééquilibrer le budget. Et c'est effectivement, c'est peut-être d'allouer moins de pourcents aux retraites qu'on alloue aujourd'hui. C'est une question d'équilibre. Non, mais c'est pas une marge par rapport à ce qu'on a. Non, on est sur 2% par rapport à l'Europe. C'est pas une marge, c'est 60 milliards. C'est 60 milliards les 2%. Donc effectivement, tant qu'on n'a pas de marge de manœuvre budgétaire, c'est très difficile de mener à bien des projets tels qu'ils soient. Des choix budgétaires. Et effectivement, les jeunes, qu'est-ce qu'on leur lègue aujourd'hui? Une dette. Moi, j'ai quand même honte d'avoir travaillé pendant 40 ans, et pendant 40 ans, notre pays n'a pas fait un budget en équilibre. D'accord? J'ai travaillé plus de 40 ans. Et on leur lègue une économie carbonée. C'est sûr qu'effectivement, avec ça, ils n'ont peut-être pas trop envie de voter. Exactement. Il y avait madame, je crois. Je suis un petit peu surprise. Moi, j'ai un gamin qui est avec moi, donc c'est bien, ça tombe bien. Je suis un peu quand même surprise par ce qu'on offre comme spectacle en fait, à nos enfants. Voilà, je trouve que c'est vraiment... On est une trentaine ce soir. Et je me mets à la place de nos députés avec l'hémicycle, avec des gens qui s'invectivent, qui sont assez agressifs. On s'est pas d'échange plutôt. Ah bah, c'est plutôt d'échange. Moi, je suis un petit peu comme surprise. Voilà. Je trouve que excusez-moi. On s'est invectivé. Je trouve que parfois, ça pose un peu d'irrespect quand même, entre autres de président, qui est on va dire que c'est la faute des autres. Voilà, donc je suis un petit peu surprise de ce qu'on montre à nos enfants. Il y a trois jeunes ici, pardon, 3 jeunes avec nous ce soir. Moi, je suis un petit peu surprise de ce spectacle-là et j'aurais aimé qu'il y ait un peu plus de respect pour notre député, pour notre président Macron, même si on est contre, peut-être, j'en sais rien, mais je suis un peu surprise. Et sinon, par rapport à votre remarque, quand je ne sais plus qui a commencé par parler de Mme Broquel et son absence sur place. Monsieur est parti. Voilà, monsieur, non, il est parti. Je peux me permettre, le visage de 49, vous n'avez pas fini. Voilà, en fait, je trouve que c'est un petit peu facile de critiquer, donc c'est pas parce que font ces gens-là. Donc voilà, je suis un peu surprise par l'irrespect, par le manque de connaissances et par le climat un petit peu tendu des choses. Voilà, c'est tout. Tout à fait. Alors, comme ça, vous coupez tout le débat, excusez-moi, mais 49.3, c'est un peu une forme d'irrespect alors qu'il y a des millions de Français dans la rue. Et que les syndicats ont négocié cela. Que le président Macron dit les syndicats n'ont rien proposé, les syndicats, et notamment les syndicats les plus modérés, l'UNSA, la CFDT, le SGN, ils disent non, on a proposé des choses, mais si on n'est pas d'accord avec M. Macron, ça passe pas. Je ne comprends pas votre discours. Mais parce que je ne comprends pas. Attendez, monsieur, juste une petite remarque, il faut quand même à un moment donné le dire. Vous avez organisé, juste avant les Gilets jaunes, un débat à Saint-Cyr, de mémoire, et donc les gens se plaignaient de l'augmentation de l'essence. Et dans l'assistance, quelqu'un a proposé une dévaluation. Traduire une augmentation de l'essence. Ce qui veut dire que les idées dont vous parlez, qui ne remontent pas toutes, ne sont peut-être pas toutes bonnes. Non, mais il n'y a pas de problème. Quand même aussi comprendre que la politique, notamment dans laquelle on vit aujourd'hui, c'est-à-dire qui est une politique, d'une certaine façon, qui a été mondialisée par rapport à la fin de la Seconde Guerre mondiale, qui a quand même bien calmé les échanges entre les différents pays, puis il y a plein d'autres choses qui ont organisé, qui ont favorisé les différents échanges, font qu'aujourd'hui c'est extrêmement compliqué. Et tout le monde ne peut pas comprendre tout ce qui se passe. C'est pour ça qu'on s'appuie sur des gens
comme Madame la députée, qui travaillent toute l'année sur les sujets et qui vont peut-être comprendre des choses que certains dans la rue ne comprennent pas. Il faut quand même aussi, et c'est pas leur jeter la pierre, c'est que c'est pas leur métier. Oui. Donc à un moment donné, il faut peut-être laisser aux spécialistes, c'est le principe même de la représentation nationale. Ce sont des gens qui ne sont pas juste élus, ils travaillent au quotidien, c'est leur métier d'organiser et accès à des le informations débat. que nous n'avons pas. Mais non, on a accès absolument à tout aujourd'hui. C'est même, juste pour finir, c'est même un petit peu le problème, c'est qu'on a l'impression qu'on a accès à l'information, alors qu'en fait les médias, pour pas parler que des réseaux sociaux, tous les médias fournissent de l'information qui parfois n'est pas vraie non plus. Donc à un moment donné, il faut être capable de faire un tri, et ça c'est un métier. Et si les jeunes se rendent compte aujourd'hui qu'ils sont surinformés par des choses qui ne sont pas toujours vraies, eh bien on peut comprendre aussi qu'ils restent dans leur petit confort et qu'ils ne soient pas motivés pour aller voter. Moi je peux le comprendre, je rejoins un petit peu ce que vous disiez, Madame Brocard, tout à l'heure, c'est que peut-être que pour certains, il n'y a plus vraiment d'urgence existentielle. Juste, et avec tout le respect qui est dû à tout le monde ici, je ne pense pas qu'il y ait eu d'animosité ici et d'agressivité. Le débat, ce n'est pas le consensus, le débat, c'est d'échanger sur les différences et comment les traiter. Et ce qui manque aujourd'hui, c'est la volonté de vouloir traiter les différences. Aujourd'hui, il a traité des différences, et si vous n'êtes pas d'accord, j'impose ma loi. Et ça, c'est la manière dont je le perçois, les gens le perçoivent. Les gens que je connais et que je fréquente là-dessus. Après, ce que vous disiez sur... moi, je ne parle pas de... Notamment, je n'ai pas vu toutes les propositions de cette convention sur le climat. Mais cette convention contre le climat, ce n'est pas des gens qui sont arrivés avec des trucs comme ça. Ils ont travaillé, ils ont été informés, alors peut-être de manière orientée sur certains sujets et autres, mais ils ont été informés, ils ont passé beaucoup de temps. Eux aussi ont travaillé. Et ils ont eu accès à des informations en prenant le temps. Et il y avait des gens qui sont arrivés, qui étaient complètement à l'opposé de ce qui est sorti et qui sont venus là, non pas parce qu'on leur a dit c'est comme ça ne change pas, mais parce qu'on leur a apporté cette information. Et derrière, il y a peut-être des choses qui n'étaient pas bonnes, peut-être des choses qui n'étaient pas applicables immédiatement. Simplement, on a un président qui a dit nous allons prendre tout ça parce qu'il avait envie d'être sympa devant eux et d'être acclamé. Et puis derrière, quand il a fallu avoir le courage d'appliquer les choses, il n'a pas eu ce courage. Là, on dit qu'il a du courage, mais quand il s'agit d'aller dans un sens qui est différent de ce qui est imposé, de ce qui est pour le climat, parce qu'aujourd'hui, on est sur une vraie problématique, là, il n'a pas de courage. Voilà, quand je parle de respect, c'est un petit peu ça. Mesdames, est-ce que vous voulez réagir? De dire que le président n'a pas de courage, c'est pas une question, c'est un manque de respect. C'est votre point de vue. Mais ça ne fait pas avancer le débat, si Voilà. les deux... Par rapport à l'environnement et l'écologie, rebondir sur ce que vous disiez tout à l'heure par rapport à la zone d'affaires d'émission, où les Verts, aujourd'hui, à la métropole, ont avancé de 2 ans. C'est ça, 2 ans. Oui, c'est 2 ans, je crois, ils ont accéléré. La suppression des vignettes 1 et 2. Ils sont allés plus loin. Et avec un plan d'action. Moi, personnellement, j'étais partisan de ça. Parce que c'est vrai qu'il faut avancer. Alors, les communes ont été consultées, on a même étendu la zone. Il y a même des maires qui se sont fait engueuler par leur population parce qu'ils avaient voté l'extension. Donc, le président de la métropole, le Vert, on y va, et puis, paf, au milieu du guet, il s'arrête. Pourquoi? Parce qu'il s'est aperçu en fin de compte que la mise en œuvre de cela par rapport au stock de voitures, aux gens qui travaillaient dans la métropole, etc., c'était compliqué. Moi, je pense qu'aujourd'hui, tout le monde est conscient. Tout ce qui va se faire, tout à l'heure, la Madame a dit, tout ce qui se fait avec cet objectif-là. Mais le stock, c'est là où c'est compliqué. Et on voit bien sur la décision du président Vert de la métropole, je stoppe, je recule, parce que la mise en œuvre sera trop compliquée. Il faut que je tienne compte de la réalité. Un courage politique d'admettre que devant ça, il peut renoncer. Ça veut bien dire qu'aujourd'hui, que les cahiers de doléances, on ne peut pas les prendre, il faut les insérer aussi dans du politique. Comme la réforme des retraites. Est-ce qu'il faut un accompagnement pour passer à la ZFE? C'est aussi ce qu'on retrouve sur la réforme des retraites. Et pourtant, il y avait un accompagnement, je vous engage à la vérifier sur le site de la métropole,
qui était quand même conséquent. Donc je pense que la politique a un tout petit peu joué aussi dans ce domaine, parce que c'était mis en place en 2026. Sans doute la thématique du climat, comme on disait tout à l'heure, peut-être une approche transpartisane, peut-être amène, pour répondre dans le débat qu'on a initié, d'amener finalement une sortie par le haut et une sorte d'unité des partis et des positions sur des enjeux qui sont globalement communs, alors qu'ils sont communs au niveau local, régional, national et international. Les Allemands ont quand même réussi hier à obtenir du Parlement européen de décaler au-delà de 2035 l'utilisation des combustibles fossiles. Sur les Ferrari et sur les Non mais au-delà de la... Pardon, excuse-moi. Ce que je veux dire, c'est que si on remonte le débat, on élève un peu, c'est que finalement l'écologie peut être vraiment une des... En tout cas, c'est le message que peut être sans aucun doute sur beaucoup d'aspects. Parce que l'écologie... Moi, je ne suis pas écologique, je suis pas écolo. On est tous écolos. Mais simplement, c'est que je pense qu'il y a une approche transpartisane qui permettrait sans doute de remettre du sens et de faire le lien pour redescendre cette tension qu'on connaît aujourd'hui. À condition d'avoir des marges de manœuvre budgétaires que les Allemands ont et que nous n'avons pas. Mais juste, tout à l'heure, j'entends d'ailleurs, venant tout à l'heure sur la radio, que les banques aujourd'hui investissent. Il y a 1 euro d'investi dans le traditionnel et 4 euros sur 5 euros, 4 euros qui sont investis dans des entreprises avec un RSE. Le RSE, nous, effectivement, dans les entreprises. Voilà, les entreprises toujours un modèle économique. Voilà, mais les banques aujourd'hui constatent aujourd'hui, et les entreprises sont très en avance, hein, la plupart. Ou très en retard. Elles étaient en retard, mais elles vont récupérer leur retard. Non, mais ce qui est intéressant, c'est la position du député. La vie, tout est... Pour moi, tout est écologique. On a quand même un jeune qui a posé une question qui est hyper pertinente sur la code 21 et 27 pardon, et l'augmentation de température. On va déjà dépasser 1,5 et ça ne peut pas faire 1 minute 30 dans un débat. Voilà, je pense. Maintenant, excusez-moi, mon horizon de vie va faire que dans les 30 prochaines années, si je vis à 80 ans, je vais avoir le privilège de bénéficier de tous ces changements climatiques que nous allons tous adorer. Mais qui sont immenses, parce que... Mais qu'est-ce qu'on fait en fait? Mais au-delà, je veux dire... Moi, le constat est là. Hein. Pardon. Le constat est partagé par tout le monde. Évidemment, mais quand je dis, du coup, c'est partout. Alors oui, pardon, ça fait 1 minute 30, mais depuis justement, même cette fameuse motion de censure, c'était quoi, il y a une semaine, on a voté 2 textes qui ont trait à l'écologie. Voilà, je n'ai pas en tête notre agenda législatif parce qu'effectivement il est très fourni, trop fourni, on peut le dire, ça c'est un autre débat, mais voilà, c'en est un aussi. Bon, et en revanche, moi, que ce soit sur ce sujet comme sur d'autres, je me suis permis de faire la remarque tout à l'heure, ce n'est pas aussi que quelque chose d'étatique. Il y a les collectivités qui ont un gros rôle à jouer, et évidemment, nous tous citoyens. Je vous passe la parole. Oui. Bon. Alors, moi, je suis un peu plus, très scientifique. Il faut savoir quand même que chaque corps humain dégage 100 watts en permanence, que la Terre est chauffée par sa radioactivité naturelle, et qu'il suffirait de passer dans un petit nuage de poussière pour qu'on se retrouve tous à moins 40 degrés dans les 2 années qui viennent. Alors, il faut quand même relativiser la question du réchauffement climatique. Je suis absolument pas d'accord avec vous, qui vient quand même du nombre d'habitants sur Terre à un moment donné. Et moi, je pense que la meilleure nouvelle qu'on ait eue, c'est de savoir que la population chinoise va pas tarder à commencer à diminuer. Et donc, on va avoir effectivement un impact sur la planète beaucoup plus faible. Mais tant que vous vous battrez contre, d'un côté, le désir de confort de l'humain, contre, soi-disant, le réchauffement de la planète, ça va être très très dur. La seule façon serait de réduire le nombre d'habitants. Il n'y a pas d'autre solution. On commence par la Hideki alors. Oui, mais justement, sauf s'il y en a qui veulent absolument prendre la parole, je vous propose qu'on n'arrête pas les débats, qu'on les continue à côté, autour d'un verre, si ça va à tout le monde. Et en tout cas, merci à tous pour ces échanges passionnés, passionnants. Voilà.